Raphaël Cornu-Ténart, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis architecte, je suis père de famille, j'ai 6 enfants, je suis aussi très engagé depuis pas mal d'années dans l'Église, après avoir fait une expérience de Dieu qui a changé ma vie, et donc il y a maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, j'ai monté des choses comme le mouvement Annuntio ou comme le congrès Mission. Alors pour ceux que je ne connais pas, donc bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Euh, je vais donc vous présenter aujourd'hui Oikos. Oikos, c'est une foncière à impact evergreen unique. Unique pour plusieurs raisons que je vais donc vous décrire. Pardon, je suis mal. Voilà, excusez-moi. Donc, petit point de mise en situation, en mise en contexte. En fait, ça fait 20 ans que je fais de l'évangélisation, 20 ans que je m'engage au service de l'Église pour ces mouvements, et j'ai fait une relecture. Entre 2000 et 2023, maintenant c'est les chiffres que nous avons, je ne vous parlerai pas de la décroissance du nombre de baptêmes, de la décroissance du nombre de prêtres en France, ou de la pratique religieuse. Une étude vient de paraître d'ailleurs qui est assez intéressante. Là, je me concentrerai sur les congrégations religieuses. Il y avait 60 000 hommes et femmes religieux en France en l'an 2000. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 22 000. On voit une chute de près de 55%. Enfin, on est passé de 60 000 à 22 000 religieux en France, moines, moniales, religieuses, religieux. C'est une chute vertigineuse. Et j'aimerais juste souligner un point, c'est qu'aujourd'hui, plus de 60% des religieuses ont plus de 85 ans. Donc, sur ces 22 000, dans les 10-15 années qui viennent, on va voir encore un effondrement assez important du nombre de religieux et de religieuses. Et pour nous, chrétiens, et pour tout chrétien, je pense qu'on le vit vraiment comme quand même chose de triste, comme un drame. C'est la vie religieuse en France est en train de s'effondrer, notre pays est en train de se déchristianiser, et on ne peut pas remplacer un moine qui prie, on ne remplacera pas une personne consacrée dans son service d'église, dans son service auprès des plus pauvres, auprès des enfants, dans les écoles. En fait, un religieux, une religieuse ne se remplace pas. Mais en revanche, on peut quand même essayer de se dire que nous, comme laïcs, on doit s'engager dans la société, on doit s'engager dans notre pays pour maintenir à la fois des oasis, je parle d'oasis de fraternité, des oasis de vie spirituelle dans ce pays qui est en train de se déchristianiser. Regardez, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a à peu près 660 couvents, monastères en France. Cette carte est symbolique, c'est la carte des monastères, mais elle montre comme partout sur notre territoire, est parsemé non seulement des églises dans les villes, les villages, mais aussi des lieux de vie religieuse, 660 couvents et monastères. Et en fait, dans les 10 années qui viennent, 30 à 50% vont fermer. Cette carte symbolique, on voit cette constellation de lieux de vie religieuse qui s'éteignent un peu partout en France. Très concrètement, c'est 250 à 300 bâtiments qui vont perdre leur communauté. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils deviennent? Un petit nombre, pardon, un très petit nombre, garde un lien à l'Église, reste connecté à l'Église. Certains sont donnés au diocèse, certains, on va y voir des villages de François, certains autres pourraient être vendus à des œuvres chrétiennes à dimension spirituelle, mais finalement c'est très peu. Beaucoup sont transformés en logements, en hôtels, des églises deviennent des hôtels, certains sont abandonnés, certains deviennent des lieux de vie culturelle, d'autres des salles d'escalade. On en voit déjà 2 à Paris, à Clichy, place de Clichy ou dans le 15e. On a aussi des bars. Ce bar, c'est ici les Moulineaux, vous voyez, qu'une chapelle a été transformée en bar, ou des lieux de fête, parce que ça peut se prêter à des fêtes un peu gothiques. Donc, ces lieux-là, pour beaucoup et pour la plupart, en fait, disparaissent du paysage ecclésial et deviennent des lieux sécularisés avec des œuvres qui n'ont plus de lien avec l'Église. Parfois, on en voit certains qui deviennent des lieux à dimension sociale, qui sont au service des plus pauvres, et ça reste une dimension qui a du sens, qui est porteuse de sens, mais la dimension chrétienne est abandonnée la plupart du temps. Mais en même temps, est-ce que je souligne un autre mouvement, c'est l'éclosion des projets d'habitat collectif innovants. C'est-à-dire l'éclosion de nouveaux modèles de vie commune. Vous savez, l'habitat partagé ou les projets dans lesquels vont habiter l'habitat solidaire, c'est-à-dire des
colocation solidaire, comme on le connaît avec l'Association pour l'amitié ou Lazare ou Simon de Sirène, que certains connaissent. On voit émerger de très nombreux projets, soit d'habitat collectif, soit d'engagement dans les territoires autour des thématiques d'écologie. On connaît le campus de la transition ou l'association Propolis, la solidarité. Comme vous voyez, sur ce petit panorama, ou des projets très pastoraux, très missionnaires, avec Annunzio, les foyers étudiants, avec le chemin neuf ou Jeunesse Lumière. On connaît beaucoup de projets comme ça qui commencent à émerger. Et cette émergence est de plus en plus importante. Et on voit que la génération des jeunes aujourd'hui qui ont une vingtaine d'années ont un désir d'engagement qui est de plus en plus fort. Donc c'est merveilleux, c'est source d'espérance. Et donc on s'est dit entre cet effondrement de la vie religieuse qu'on voit en France et cette émergence des nouveaux modèles d'habitat partagé ou ces projets un peu alternatifs qui sont portés par des chrétiens, parce que c'est un mouvement qu'on voit dans l'Église, mais qu'on voit aussi en dehors de l'Église. On le voit, on voit ce mouvement des tiers-lieux qui grandit dans de nombreux lieux qui ne sont pas chrétiens. Mais on le voit beaucoup dans l'Église. Et donc, comment est-ce qu'on peut encourager ce mouvement-là et en se disant, mais comment est-ce qu'on peut faire une passerelle entre ces deux mouvements qui permettrait à la fois de garder l'âme des lieux qui sont en train de fermer et à la fois sauver ces sites qui sont pour la et à la fois continuer à développer et permettre que se multiplient ces nouveaux projets d'habitat collectif innovant. On a créé Oikos dans cette vision-là. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on fait depuis 3 ans qu'on existe. On a étudié énormément de lieux, de ces sites. On reçoit aujourd'hui près de 1 appel par semaine de lieux qui ferment, de communautés qui nous appellent en nous disant, bah voilà, chez nous, c'est malheureusement terminé donc on doit fermer. On cherche un peu à quoi faire pour l'avenir de notre bâtiment, après avoir réfléchi à qu'allaient devenir les quelques derniers religieux qui habitaient là et qui ont dû partir. La Mampeigne, c'est quand même un déchirement, c'est toujours douloureux, et on partage cette douleur avec eux, mais on se dit, mais comment est-ce qu'on peut essayer de faire que ce que vous avez semé, vécu ici pendant des années, puisse se prolonger dans quelque chose qui sera peut-être différent, peut-être avec une nature un peu différente, mais pourra prolonger l'engagement que vous avez vécu pendant toutes ces années. On a visité, alors je ne vous dis pas le nombre de lieux que nous avons pu visiter, on a une petite équipe qui s'occupe du développement, de la recherche des lieux, de réfléchir on les appelle les explorateurs chez nous. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont explorer ces lieux et se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce lieu pour susciter un nouvel habitat, un nouveau mode d'habitat dans ce lieu qui sera au service à la fois de l'Église, des personnes les plus fragiles. On en a acheté aujourd'hui 3. Le premier est à Avignon. Le Carmel d'Avignon, c'était un bâtiment, vous le voyez en haut à gauche, on voit bien sur la photo du haut, on est à 200 mètres ou 100 mètres de la gare d'Avignon Centre, à l'intérieur des remparts, un jardin immense, 1,5 hectare, c'est un des plus grands jardins du centre d'Avignon, et 2000 mètres carrés de bâtiment, un Carmel, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va y faire? Et on y a développé un projet qui soit un projet intergénérationnel. Aujourd'hui, on a des étudiants, des familles qui y vivent déjà, un café solidaire, une véritable vie qui commence à s'organiser autour de ce Carmel d'Avignon et autour de la culture, une programmation culturelle importante autour du Festival d'Avignon. Ils ont déjà créé les scènes du off. Si j'avais plus de temps, je vous montrerai plein de photos. Ce qu'ils proposent est merveilleux et était encore un usage. Ils se sont installés il y a maintenant un peu plus de 2 ans et ils sont en train de développer ce projet-là en s'insérant dans le territoire, en créant des réseaux, des relations avec le territoire. Beaucoup de personnes du quartier viennent travailler au jardin potager partagé et beaucoup de propositions se font vraiment dans un maillage très étroit avec la ville. On va lancer une campagne de travaux très bientôt pour rénover une aile afin de pouvoir y accueillir des seniors, une dizaine de seniors, entre 8 et 10 seniors qui pourront vivre là et créer de ce lieu un lieu à la fois intergénérationnel et solidaire parce que parmi les habitants, eh bien, il y a certains sont des étudiants qui ont des moyens de financer leurs études et d'habiter convenablement, d'autres ont moins de moyens. Ils sont accueillis à la maison. Ce lieu-là se veut un lieu très, très, très ouvert
est très ouvert à la fois sur le territoire et dans la façon d'accueillir des habitants. Mais néanmoins, les 3 familles qui vivent là-bas et un certain nombre des étudiants se retrouvent tous les matins pour prier. Et ce lieu reste un vrai lieu de vie chrétienne, engagé, en lien avec la paroisse, en lien avec le diocèse. Ça, c'est le premier lieu que nous avons racheté. Le deuxième lieu que nous avons racheté avec la foncière Oikos, je vous expliquerai le modèle, la structuration juste après, mais c'est le square Léon Guyot. Le square Léon Guyot, c'est dans le 15e arrondissement. Il s'agissait des bâtiments, de 3 bâtiments en cœur d'îlot, dont 2 sont complètement vétustes et sont voués à être démolis, et un conservé, le gros bâtiment du centre. Et notre projet là est de faire une oasis de fraternité au cœur de Paris, pour y héberger l'association pour l'amitié. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Lazare parisien, on va dire, c'est ces colocations solidaires qui permettent de faire vivre ensemble des gens qui ont vécu dans la galère, et puis des volontaires qui, eux, ont un travail et n'ont pas de problème financier, et donc, en fait, habitent ensemble en colocation. Et c'est toute la vocation de cette maison, et voilà, que tout le monde vive d'une façon égale et dans une colocation dans laquelle se vit l'amitié au cœur de ce projet. Et tous les volontaires ont un engagement de vie de prière. Et donc, au cœur de ce bâtiment, il y aura un oratoire. Et cet oratoire accueille les jeunes tous les matins qui viennent dire les laudes avant de partir au boulot. À côté de ça, pour financer le projet, il y a un bâtiment que nous allons construire, qui va permettre d'équilibrer le financement de ce projet, parce que nous allons le revendre à un promoteur immobilier. Donc ça, c'est ce deuxième projet trouve son modèle économique dans la cession d'une partie du terrain in fine, et qui nous permet de faire l'ensemble de l'opération. On va avoir à la fin le projet fait à peu près 3000 m². Le bâtiment le bâtiment 2 l'APA fait à peu près 1000 m², à peu près un tiers, 1000 m². Et le troisième bâtiment cherche encore sa vocation philanthropique, à travers plusieurs projets que nous avons déjà étudiés. On continue à étudier. De toute façon, jusqu'à l'obtention du permis de construire, nous n'avancerons pas sur la cession des biens. Et donc, nous continuons à optimiser à la fois ces bâtiments et leurs activités. Le permis de construire est en cours d'instruction. On espère obtenir le permis au mois de septembre de cette année. Le troisième lieu que nous avons racheté, c'est le Cénacle de la Louvet. Le Cénacle de la Louvet, c'était la maison mère de la communauté du Cénacle, qui est une communauté qui s'est développée dans le monde entier, et qui était amenée à se développer beaucoup à l'étranger, puis du coup, en France, la communauté a diminué en nombre de membres, et donc ils ont décidé de se séparer de leur maison de fondation, tout en gardant sur le terrain une maison pour pouvoir venir en vacances ou se recueillir sur la tombe de la mère, sur la tombe de sœur Thérèse Coudert, qui est la fondatrice du Cénacle, qui est enterrée dans la basilique de la Louvet. Et donc là, nous avons repris ce bâtiment qui est en Ardèche, donc dans un lieu reculé, magnifique. On le voit, le paysage est sublime. Et là, l'idée est de créer un centre de formation aux questions environnementales et sociétales, à la transition écologique, dans l'esprit de Laudato Si. Et donc, l'association Propolis, qui est l'exploitant du site, est en train à la fois de rénover les bâtiments, et puis a commencé à accueillir une première promo l'année dernière de quelques étudiants, et c'est en septembre démarre réellement son activité de formation, en proposant des formations. Alors, c'est un peu loin de tout, donc ce sont des formations d'une semaine, de 3 mois ou d'un an, qui vont former à la fois aux questions environnementales et aux questions sociétales, puisque le cri de la terre et le cri du pauvre, comme vous le savez, sont intimement liés. C'est un bâtiment, comme c'est écrit, que nous avons racheté 600 000 €, et qui, pour 1,5 hectare et 3000 m². Ce projet a très bien démarré, et les membres de l'association Propolis sont très investis à la fois dans l'association Propolis et son développement, mais aussi dans Oikos et le rachat de ce bien. Le troisième lieu, c'était celui-là. Et aujourd'hui,
nous nous voyons parce que nous sommes en pleine campagne de levée de fonds pour le quatrième site que nous souhaiterions acquérir, qui se situe à Paris, à nouveau dans le 5e arrondissement, 39 rue Gay-Lussac. Ce site-là est un site très particulier puisque c'était un monastère qui était le premier lieu d'adoration perpétuelle à Paris avant le Sacré-Cœur de Montmartre. C'est un lieu de prière qui a accueilli beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants, parce qu'on est au cœur du quartier étudiant. Et je sais pour ceux qui fréquentent la communauté de l'Emmanuel, que Pierre Goursat venait souvent prier dans cette chapelle d'adoration. Bon, c'est un lieu qui est symboliquement très fort. Ce lieu se compose de deux parties, en fait. Ce couvent se composait de deux parties. Une partie qui comprend le monastère et le jardin, qui, eux, vont être repris par les carmes. Les carmes vont s'installer dans ce bâtiment et en refaire un monastère. Donc, on se réjouit de l'arrivée des carmes qui vont prolonger une vie monastique sur ce site. Mais il restait deux bâtiments, les deux bâtiments qu'on peut apercevoir sur la photo, qui étaient des bâtiments d'accueil des pèlerins, les bâtiments d'accueil des retraitants ou de ceux qui venaient prier à la chapelle d'adoration. Et donc, nous nous sommes portés à cœur de ces deux bâtiments-là afin d'y développer un projet avec plusieurs réalités qui vont cohabiter. La première, c'est l'aumônerie de l'ENS qui cherchait des locaux. Et donc, on a discuté avec le diocèse de Paris. Et donc, l'idée d'accueillir au rez-de-chaussée l'aumônerie de l'ENS. Et puis, dans les bâtiments, il y a une partie du bâtiment est aujourd'hui et restera un immeuble de rapport, de façon à consolider la structuration de notre foncière et d'y apporter des liquidités. Mais une grande partie du bâtiment accueillera l'association Annunzio qui y déploiera de l'habitat missionnaire à plusieurs dimensions. L'idée étant de développer un projet de développer un peu cette mission d'Annunzio qui consiste à travailler au service de l'Église pour l'annonce de l'Évangile, l'annonce explicite de l'Évangile. Et donc, ce sera un foyer de jeunes professionnels qui sera installé dans ces bâtiments-là. Voilà pour les projets que nous portons. Voilà pour ce projet qui constitue à peu près 2000 mètres carrés de bâtiments. Ces deux bâtiments ensemble constitueraient un patrimoine de 2000 mètres carrés. On signe un bail amphithéotique, c'est assez particulier, mais c'est un bail amphithéotique de 99 ans, qui a duré maximum. Pourquoi? Pour préserver l'unité foncière de ce couvent et de ces deux bâtiments. Nous signons un bail amphithéotique dans lequel il y a une soulte aujourd'hui d'1,2 million versé en arrivant, et puis un loyer très dégressif qui suit un peu les besoins de la communauté cédante qui va probablement se réduire dans les années qui viennent. Donc on suit un peu la pyramidage, mais sur les loyers. Voilà un peu le modèle, le dernier projet sur lequel nous portons acquéreur. Pour vous expliquer un tout petit peu la structuration d'Oikos et comment on a pensé l'ensemble. Eh bien, nous avons une association. L'association qui est un peu entre guillemets, la holding de toute notre œuvre, l'œuvre Oikos, l'association Oikos, dont je suis le président bénévole. Je disais que j'étais architecte, mais je précise maintenant que je ne travaille pas sur les projets d'Oikos par souci de rester clairement désintéressé dans l'œuvre d'Oikos. Et donc, l'association Oikos a son président, un conseil d'administration dont deux membres de droit qui sont aujourd'hui Monseigneur Bozo, l'évêque de Limoges, et don Geoffroy Quemelin, qui est supérieur du père abbé de l'abbaye de Solesmes, qui sont membres de droit comme représentants de l'Église institutionnelle, l'un du côté des religieux, l'autre du côté diocésain, et qui ont tous les deux comme droit et unique droit de membre de droit de pouvoir faire sauter le président que je suis. Et donc, l'idée étant que leur pouvoir de membre de droit s'exerce sur la gouvernance de tout l'ensemble de l'œuvre. Par cascade, le président de la foncière ou du fonds de dotation peuvent aussi être, seront peut-être, sont soumis à cette autorité et leur choix est soumis à cette autorité. Donc, l'association
Elle a créé immédiatement pour développer le projet d'acquisition de foncier en vue des projets d'habitat partagé, a créé une foncière, la foncière Oikos. Cette foncière, elle est, comme structuration juridique, c'est une foncière en commandite par action. Ce qui signifie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme je ne connaissais pas ça il y a 2 ans, la foncière en commandite par action signifie qu'il y a un associé commandité statutairement qui détient le pouvoir de gestion qu'il exerce en particulier sur le choix des usages. C'est-à-dire que ça nous permet du coup de dire que l'association ECOS gardera la maîtrise des usages des biens qu'on achète dans la vision. Alors bien sûr qu'il faut qu'il y ait un équilibre économique, il y a des contre-pouvoirs dont je vous parlerai ensuite, mais qui vont s'en assurer. Mais là, l'objet global d'Oikos, sa structuration nous permet d'affirmer qu'on va à terme et à long terme pouvoir être fidèle à la vision qu'on a de maintenir une activité cultuelle et chrétienne et de prière dans chacun de ces sites. On va pouvoir s'assurer que dans tous les usagers de chacun de ces lieux, eh bien, l'usage sera conforme à la doctrine sociale de l'Église et qu'on va acheter des lieux qui, in fine, seront au service des personnes les plus fragiles. Donc, l'ensemble de cette œuvre, son objet, c'est le service des personnes les plus fragiles, l'évangélisation, et on pourra y être fidèle dans le temps par ce statut d'associé commandité. Néanmoins, une foncière, pour qu'elle fonctionne, a besoin de ressources, et ces ressources-là, c'est du capital. C'est-à-dire que c'est la foncière dans laquelle on vous propose d'investir aujourd'hui. C'est une foncière qui va être propriétaire de l'ensemble des sites que nous achetons. Et donc, en accueillant tous les investisseurs, deviennent copropriétaires à la fois d'Avignon, de la Louvet, de Guyot et maintenant de la rue Gay-Lussac. Le fonds de dotation, lui, nous sert à accueillir des legs et des dons qui eux-mêmes vont nous permettre les dons, eh bien, de créer un capital qui va nous permettre peut-être demain de créer de la liquidité qui permettra de racheter des parts de la foncière auprès d'investisseurs, mais aussi le fonds de dotation va nous permettre surtout d'accueillir des lieux, des sites. Aujourd'hui, on étudie un site qui nous serait donné en legs et qu'on pourra confier probablement en gestion à la foncière, mais qui serait une maison qu'on va transformer pour y accueillir Lazare et d'autres œuvres. Voilà, donc voilà sur la structuration qui méritera peut-être des explications plus approfondies. En 2 mots, dans les personnes qui composent, alors le conseil d'administration, je parlais de Monseigneur Bozo, dont Geoffroy Quemelin, on a aussi Régis Dubourg, qui est membre du conseil d'administration, Olivier Pelot, Damien Indé-Langlois, Carescar. Je vais un peu vite. Je présenterai simplement le président bénévole de la foncière, qui est Grégoire Joly, dont le métier est de travailler l'action de l'immobilier. Il y a 3 compétences qu'on a été chercher très vite en créant cette structure d'Oikos. La première a été une compétence ecclésiale, de connaître suffisamment Basissi et de connaître suffisamment l'Église. On n'a jamais fini de comprendre, mais pour être au service de l'Église le mieux possible et des congrégations, on a été chercher des gens qui connaissent l'Église. Olivier Pelot, Régis Dubourg, ou Monseigneur Bozo, dont Geoffroy, c'est vraiment des personnes qui connaissent l'Église. Et Claire Escatre a fait partie d'une des commissions de la SIAS pour accompagner justement ces nouveaux modes d'habitat et le discernement sur ces modes d'habitat. Donc, elle nous aide aujourd'hui à réfléchir comment accompagner ces projets qu'on met en place. D'un point de vue ecclésial, humain, ce sont des projets communautaires qui sont très particuliers. Le deuxième type de profil qu'on a été chercher, qui sont Grégoire Joly ou Pierre Doisonville, ce sont des personnes qui viennent du monde du bâtiment. Il faut connaître le bâtiment, ça ne s'invente pas. Donc des personnes qui sont issues du secteur de l'immobilier, de la promotion immobilière, qui vont nous aider à réfléchir comment on appréhende un bâtiment, comment on pense la réfection d'une toiture à 30 ans, ça s'anticipe, et en fait comment on appréhende des lieux comme ça, avec peut-être une part d'équilibre financier à trouver à travers des reventes. Et en fait, il faut avoir une intelligence immobilière.
Le troisième type de personnes que nous avons eu la chance d'avoir pu intégrer dès le démarrage dans cette équipe sont des gens qui sont plutôt issus du monde de la finance, comme Romain Pigano, Xavier Delamarre ou Agnès, qui viennent de cet univers dans lequel on sait construire et structurer voilà, une foncière dans ce cas-là de mécanismes financiers. Et je terminerai par Françoise Delettre et Étienne Morer qui nous ont rejoints. Et Étienne, aujourd'hui, qui est directeur de la foncière, est l'ancien directeur financier adjoint d'ICAD Santé. Donc, c'est une foncière. Et donc, eux et Françoise a fondé et dirigé ICAD Santé. Et donc, ils ont eu pendant des années à construire et à structurer une foncière qui acquiert du patrimoine et le met en location auprès d'œuvres qui ont du sens. Là, c'était du médical et donc ont apporté toutes leurs compétences et apportent toutes leurs compétences dans la structuration et le développement de cette oikos. Donc on a de la chance d'avoir à la fois cet élan, cet enthousiasme pour développer des projets d'habitat partagé. Moi, je suis très porté sur cette conviction que nous devons, qu'il y a une urgence à recréer des oasis de fraternité et des oasis mais voilà, de vie spirituelle. Dans 20 ans, ou dans 30 ans, nos enfants, nos petits-enfants nous remercieront d'avoir créé Oikos, d'avoir créé ce dispositif qui permet que l'Église ait encore des lieux de vie dans lesquels on a encore cette humanité et ce cœur que le Christ nous invite à avoir pour les plus fragiles et pour aussi faire connaître le Christ et faire aimer le Christ comme on l'aime et comme il nous aime. Alors donc, moi, je pense il y a une urgence à développer, créer ce projet d'Oikos. Et on a eu la chance d'être entouré de gens qui nous aident à en faire en même temps un véhicule solide. Voilà, je donne la parole à Édouard pour conclure sur la partie plus financière, et puisque nous vous proposons aujourd'hui d'investir. Merci Raphaël. Alors, comment la rentabilité se crée en réalité dans cette foncière? Eh bien, on va dire le deal, l'échange de bons procédés, la relation gagnant-gagnante se fait avec évidemment le vendeur, qui est généralement contraint à la vente. Et donc, l'idée, c'est de lui dire, bah, écoutez, voilà, il faut quand même nous vendre à un prix attractif pour qu'on puisse, nous, derrière, le louer à des loyers attractifs. Parce que vous l'avez compris, c'est de l'habitat partagé derrière. Donc, il faut quand même qu'il y ait des loyers attractifs. Tout en, évidemment, ayant une rémunération, une rentabilité substantielle quand même pour les investisseurs, pour embarquer un maximum de monde. Donc, il faut que tout le monde, entre guillemets, en ait pour son compte pour pouvoir que cette œuvre puisse, d'une part, soit pérenne et puis surtout répondre à l'enjeu qui est immense. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et de ce côté-là, depuis la création d'Oikos, je peux vous dire que le contrat est rempli. Donc, je suis très content, en tout cas, de voir cette évolution et en tout cas, ces engagements qui sont pris et réalisés. Ensuite, comme vous disiez, Raphaël, eh bien, il va y avoir des dons, et donc ces dons vont permettre aussi d'assurer une certaine rentabilité à la foncière. Il va aussi y avoir des lieux qui vont être revendus pour partie, hein, comme on l'a vu sur le Square Guyot, et donc ça permet aussi d'assurer une certaine rentabilité et une certaine liquidité. Donc l'ensemble fait que, eh bien, on a une rentabilité très claire dans la foncière. Et donc, une foncière, son grand enjeu toujours, c'est d'arriver à l'équilibre, c'est-à-dire à pouvoir assurer eh bien, son seuil de rentabilité, c'est-à-dire faire face à ses charges d'exploitation. Et sachez-le, et c'est pour ça qu'on est vraiment on est à la croisée des chemins pour cette foncière Oikos, cet investissement pour le 39 rue Gay-Lussac, eh bien, va permettre à la foncière eh bien, d'atteindre ce seuil de rentabilité en termes d'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire avant amortissement, mais c'est un moment extrêmement important puisque les loyers de cet investissement, avec les loyers eh bien, des 3 premières acquisitions, vont permettre évidemment de faire face aux charges courantes de la foncière Oikos. Et donc, ça change tout puisque demain, évidemment, eh bien, la foncière Oikos va pouvoir aussi, une fois qu'elle sera rentable, eh bien, amener des partenaires financiers comme des banques pour pouvoir aussi cofinancer ces acquisitions, puisque, et Raphaël vous l'a dit, le deal flow, comme on dit, c'est-à-dire le portefeuille potentiel d'acquisition est immense avec un nombre de lieux incroyable qui arrivent toutes les semaines en vente, et donc il faut faire des choix, mais aussi il faut pouvoir les faire les choix en ayant des moyens. Alors, d'une manière très concrète, en termes d'investisseurs, en termes d'investissement, les caractéristiques sont les suivantes.
Évidemment, c'est de l'investissement dans de l'action non cotée, donc c'est toujours du long terme. Évidemment, on ne fait pas un aller-retour sur 2 ans. Donc, généralement, on dit que la durée, on va dire, moyenne qui est recommandée dans ce type d'investissement, c'est 7-8 ans. Voilà, c'est une horizon de placement que vous pouvez avoir en tête. L'objectif de la foncière, c'est d'avoir une rémunération, enfin une revalorisation de la part, hein, puisque la part aujourd'hui est à 200 euros, c'est son prix d'origine. On n'a pas eu de revalorisation encore de la part depuis l'origine. Elle est toujours au prix d'origine. Donc, si vous entrez aujourd'hui, eh bien, vous êtes toujours au prix de la création de la foncière. Donc, c'est quand même une opportunité assez intéressante, parce que, évidemment, cette part est amenée à être revalorisée. Et l'objectif de valorisation de cette part, c'est 3% par an. Alors, pourquoi elle n'est pas revalorisée encore? Parce que, évidemment, la revalorisation se fait toujours un peu plus tard dans le cadre d'une foncière de ce type non cotée, puisque il faut attendre un certain seuil, un certain montant de capitalisation, d'investissement, évidemment, de cette foncière pour pouvoir commencer à faire une stratégie de valorisation. Mais d'ici 2-3 ans, il y aura les premières valorisations et je pense qu'on sera vraiment dans ce cadre d'objectifs. D'autre part, pour les personnes physiques, eh bien, cette foncière a eu l'agrément économie sociale et solidaire, donc l'agrément ESUS, comme on dit, et donc ça permet d'avoir aussi une réduction d'impôt sur le revenu qui n'est pas neutre, puisque c'est de l'ordre de 25% du montant investi. Exemple concret, j'investis 10 000, eh bien, j'ai 2 500 euros de réduction d'impôt sur le revenu sur l'année qui suit, donc sur vos impôts à payer en 2026. Et puis ceux qui sont soumis à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière, eh bien, sachez que cet investissement, dans le cadre de cet agrément ESUS, eh bien, sort de l'assiette taxable, c'est-à-dire que cet investissement n'est pas soumis, malgré que ce soit de l'immobilier, n'est pas soumis eh bien, à ce taux d'imposition donc sur la fortune. Nous pouvons avancer, Raphaël, sur un élément qui est important, c'est la structuration aujourd'hui des associés. Aujourd'hui, sachez-le, il y a 156 associés qui ont permis justement eh bien d'avoir ces 3 premières acquisitions. Et donc, on attend entre 150 et 200 nouveaux associés dans le cadre de cette levée de fonds actuelle. Et donc, il y a à peu près un quart aujourd'hui de structures religieuses qui ont investi dans cette foncière. Donc, on est hyper contents. Enfin, nous, on est contents, nous, à Credo Lending, de voir ces investisseurs embarqués. Et puis, la foncière de est très contente également, puisque c'est aussi pour elle que ce fonds, cette foncière a été créée. Donc, voilà, en termes de structuration. Sinon, c'est des personnes physiques, beaucoup, évidemment, comme vous et moi, à titre personnel. Et puis aussi, évidemment, des entreprises, certaines, des associations, des fondations, des fonds de dotation. Donc, on a un peu de tout qui investissent dans cette foncière. Donc, l'idée, c'est d'embarquer un maximum de monde, vous l'avez compris. Alors, on va rentrer dans le détail du produit financier. Donc, vous faites l'acquisition d'actions non cotées d'une valeur nominale de 200 euros. Cette levée de fonds, eh bien, nous en sommes aujourd'hui à 24% du montant d'objectif, donc 625 000 euros. Le montant d'objectif est de 2 600 000. Tout à l'heure, Raphaël vous parlait du montant d'1 200 000 qui est le montant de la soulte à régler à la congrégation pour acquérir le bien, mais il y a une première tranche de travaux à court terme qui est à peu près évaluée à 1,4 million. Donc, c'est ça, cette enveloppe de 2,6 millions, c'est ça va permettre d'une part de faire l'acquisition et d'assurer les travaux de ces premières années. C'est pour ça que l'objectif est de 2,6 millions et nous sommes à 24%, avec aujourd'hui déjà 75 investisseurs en l'espace de quelques semaines. Donc, on vous propose évidemment d'embarquer pour pouvoir assurer eh bien, la réussite de cet objectif de 2,6 millions. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais on va y arriver. Il nous reste 3 semaines, parce que l'idée, c'est vraiment d'y arriver d'ici le 30 juin. Donc, mobilisation totale. Alors, on reprend juste des précisions sur le produit financier. Donc, c'est l'action non cotée. On est actionnaire de la foncière. Donc, en tant qu'actionnaire, eh bien, vous aurez droit à l'information, évidemment, chaque année de tout ce qui se passe dans la foncière. Vous serez évidemment invité à l'Assemblée générale, qui est une assemblée qui se passe en présentiel et aussi en visio. Donc, vous pouvez, d'où vous êtes, participer à cette foncière et donc connaître les différents échanges sur la stratégie, sur ce qui s'est passé, et puis poser évidemment vos questions. Et puis, quand il y aura des dividendes, eh bien, en tant qu'actionnaire, vous percevrez évidemment des dividendes, puisque l'objectif de la foncière, c'est d'une part revaloriser la part, mais à un moment, et c'est fixé vers 2032, à peu près, vous voyez, d'ici 7 ans, l'objectif foncière, c'est vraiment de verser des revenus, donc verser des dividendes aux actionnaires. Alors évidemment, on ne peut pas gagner partout. S'il y a des dividendes, et l'objectif, c'est de verser entre 3 et 4% de dividendes chaque année aux actionnaires, bien, s'il y a des dividendes, il n'y aura pas de revalorisation de la part, ou elle sera beaucoup plus faible que les 3% par an. On ne peut pas gagner évidemment sur tous les tableaux, mais si c'est un investissement qui vous permet eh bien, d'avoir une rémunération, c'est toujours sympathique, ça permet d'avoir une structure
qui offre des revenus annuels donc à ses actionnaires. Donc, revalorisation, et puis, on espère, d'ici 7 ans, des dividendes. La durée recommandée, on en a parlé. La défiscalisation, on en a parlé. Alors, la liquidité, c'est important. Vous allez me dire, quand est-ce qu'on peut revendre nos parts? Eh bien, déjà, si vous percevez la réduction d'impôt sur le revenu, vous avez l'obligation vis-à-vis de l'État de les garder 5 ans. Donc, si vous les avez fait l'acquisition aujourd'hui, c'est 2030. À partir de 5 ans, vous pouvez les revendre. Comment ça se passe la revente? Eh bien, l'idée, et la foncière a cet objectif, c'est d'être organisé. Plus c'est organisé, eh bien, plus il y a une certaine liquidité. L'idée, c'est que, évidemment, chaque année, vous verrez d'ailleurs le plan de développement de la foncière, chaque année, il y aura une levée de fonds pour justement acquérir de nouveaux biens. Et donc, dans le cadre de cette levée de fonds, il y aura un moment, il y aura un momentum, notamment en début, pour justement eh bien, faire une sorte de bourse d'échange. Donc, il y aura un moment où les gens pourront communiquer sur le souhait de vendre. Et il y aura un prix conseillé, évidemment, qui sera lié à la valorisation qui sera faite de la foncière. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez évidemment proposer vos actions à la revente. Donc, il y a cette possibilité-là. Et puis, plus, on va dire, ponctuellement, vous pouvez évidemment envoyer une lettre recommandée à la foncière à tout moment pour leur demander je souhaite vendre mes parts à un prix 2. Et donc, la foncière, évidemment, fait face à cette demande. Et donc, il y a plusieurs possibilités. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'actionnaires déjà. Il y en a déjà 156. Il y en aura à peu près 300 d'ici 3 semaines. Et donc, vous voyez, l'écosystème de rachat est quand même assez nombreux puisqu'il y a un actionnaire actuel qui pourra racheter, évidemment, vos parts. Et puis, il y a, Raphaël vous en a parlé, l'association et le fonds de dotation qui ont vocation aussi, potentiellement, eh bien, à venir assurer une liquidité en achetant aussi les parts pour ceux qui souhaitent les vendre. Voilà pour la partie liquidité, et elle est importante. Le minimum à lever, alors le minimum du minimum du minimum, sinon l'opération ne va pas au bout, c'est vraiment 1 950 000 euros. Alors pourquoi 1,9 million? Parce que eh bien, c'est 75% du montant cible. C'est ce qu'il y a dans les statuts réglementaires de la foncière. Donc, il faut faire au moins 75% du montant cible annoncé en Assemblée générale de la foncière. Donc, le montant cible, c'est 2,6 millions. 75%, c'est 1 150 000. Alors, ça passerait en termes de financier, hein, ça passerait pour l'acquisition avec 1 950 000. Évidemment, il y aura moins de travaux potentiels. Il faudra quand même lever un peu plus derrière ou faire face peut-être à de la dette pour pouvoir assurer l'ensemble des travaux nécessaires, mais ça passerait. Mais bon, l'idée, c'est quand même d'aller à ces 2,6 millions pour que la foncière soit plutôt, on va dire, en mode confort dans le cadre de cette acquisition. Les droits de souscription pour acquérir des actions, on est vraiment à minima de chez minima, puisqu'on a 18 euros, c'est-à-dire quel que soit le montant que vous investissez. Hein, rappelons que le minimum, c'est 1 000 euros. C'est 5 parts, 5 titres. Eh bien, si vous investissez 1 000 euros, ça vous coûte 18 euros, donc c'est 1 018 au total. Si vous investissez 10 000, ça vous coûtera 10 018, vous voyez. Donc, c'est quel que soit le montant investi, 100 000, c'est 100 018. Eh bien, vous avez 18 euros de frais, droits de souscription. Donc, autant vous dire que c'est insignifiant. Pour investir, évidemment, il faut aller sur le site de credolending.fr. Vous verrez le projet et vous verrez donc la vignette que vous voyez à votre écran. Vous cliquez sur la vignette, vous cliquez ensuite sur le bouton « Je souhaite investir ». Si vous êtes déjà inscrit, vous mettez votre identifiant qui est votre mail et votre mot de passe et vous rentrez dans le canal de souscription. Vous verrez, c'est extrêmement simple. 3 étapes, montant, moyen de paiement et signature du contrat en ligne. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, bienvenue. Eh bien, vous verrez, l'inscription se fait extrêmement rapidement avec un mail et un mot de passe que vous choisissez. Donc, en tout cas, bienvenue. Donc, personne physique, comme vous et moi, personne morale et personne morale. Vous voyez, on peut vraiment accompagner tout le monde. Donc, congrégation religieuse, bienvenue. Diocèse, bienvenue. Fonds d'investissement, fonds de dotation, association, entreprise. On embarque tout le monde pour cette belle œuvre. Voilà, je peux vous dire que j'ai des frissons parce qu'en tant que chrétien, on n'a qu'une envie, c'est de se dire que si tous les chrétiens, y participent, on sauve tous ces petits puits spirituels. Je dis petits parce que c'est une sensibilité, mais c'est ces beaux puits spirituels qui apportent un rayonnement incroyable, cette constellation, comme dit Raphaël. Donc, il faut qu'on les sauve pour nous et pour nos enfants et petits-enfants. Mais voilà, en tout cas, un immense merci à tous d'avoir participé à ce beau moment, voilà, qui embarque, qui donne du sens à son épargne et puis qui donne du sens à sa vie, tout simplement. Et je laisse Raphaël, évidemment, pour le mot de la fin, comme j'ai promis. Merci, Édouard. Merci à chacun d'avoir participé à ce webinaire. Et je suis impatient de vous retrouver à l'Assemblée générale la prochaine. Mais en tout cas, j'aimerais vous remercier d'avance de vos contributions, hein, qu'elles soient petites ou grandes. On a besoin de chacun, on a besoin de l'investissement de chacun, de l'engagement de chacun. Ce projet est très ambitieux parce que on l'a pas montré, mais dans les 10 années, on aimerait avoir, on a une ambition d'avoir repris une trentaine de lieux en 10 ans.
On a fait déjà un petit bout du chemin avec les 3 premiers, mais c'est un défi très ambitieux, mais qui est peut-être à la mesure de l'urgence des temps qu'on vit, des temps qu'on traverse, et de la soif spirituelle de nos contemporains qu'on perçoit dans le kairos des catéchumènes, mais qu'on perçoit aussi dans la soif qui est manifestée par de nombreuses voix aujourd'hui. Et on a besoin d'avoir des lieux qui soient des lieux ouverts sur le monde, hein. Je ne parle pas de lieux de repli, mais je parle vraiment de lieux qui soient ouverts sur le monde, au service des plus fragiles, ouverts au quartier, ouverts au territoire, et en même temps habités par cette force que donne la foi. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et une très belle fête de la Pentecôte ce week-end.